Alors, pour faire une transition avec ce que tu viens de dire, donc là, moi, je vais expliquer trois grands angles de travail en psychothérapie pour traiter les victimes de violences sexuelles. Le premier angle, le plus connu, je pense, c'est comment on va travailler en EMDR. Le EMDR, du coup, c'est une approche thérapeutique qui sert à notamment retraiter les souvenirs traumatiques, à désensibiliser et reprogrammer la mémoire traumatique. On considère en EMDR que les souvenirs traumatiques, ils sont dysfonctionnels. On peut pas s'en servir, ils sont pas intégrés à la mémoire. C'est un peu comme si ils étaient, comme je disais tout à l'heure, figés au moment du trauma, à l'âge du trauma, et qu'en fait, il y a un truc qui a arrêté de grandir à ce moment-là. Et du coup, ce qu'on va faire en EMDR, c'est, pour prendre une métaphore, c'est un peu comme si, vous voyez, vous imaginez que vous êtes en Suisse et il y a le beau lac Léman, voilà, un lac. Ce lac, on va considérer que c'est des ressources. C'est ce dont Claire vient de parler. C'est installer des ressources dans le présent pour expérimenter un sentiment de sécurité. Un sentiment qui va rien nous arriver ici et maintenant. Ce lac de ressources, voilà, c'est tout, les ressources, c'est ce qui va contribuer à générer cette sécurité, à générer le sentiment que si j'ai un problème, j'ai une solution, j'ai des gens qui peuvent m'aider, etc. Il y a en moi, j'ai des ressources, des capacités de prendre du recul, de gérer mes émotions, etc. C'est développer cette capacité à être en sécurité dans le présent. Et en EMDR, on va s'appuyer sur cette sécurité du présent, sur ce lac, où l'eau est à température ambiante, etc., pour ensuite aller chercher des glaciers en haut de la montagne qui sont figés. Et en fait, on va progressivement faire fondre cette glace de la montagne pour la faire redescendre jusqu'au lac. Progressivement, en fait, on va réintégrer les souvenirs figés pour les réintégrer à la mémoire autobiographique et à la trame générale de notre histoire de vie, en fait. Parce que les souvenirs traumatiques, ils sont dissociés du reste de la mémoire. Et donc, l'enjeu, c'est de créer ce cadre de sécurité dans la relation thérapeutique avec le patient pour que le patient puisse avoir à la fois un pied dans le présent, où il est en sécurité, et un pied dans le passé, où là, il y a des fardeaux, de la violence et de la tristesse et des choses difficiles à décharger. Et c'est à partir de cette connexion entre le passé et le présent qu'on va pouvoir progressivement faire fondre cette glace et réintégrer ces souvenirs les uns après les autres en mémoire, en travaillant souvenir par souvenir, qu'on appellera des cibles, cible par cible en fait. Donc voilà, la première chose à faire, c'est justement de progressivement réintégrer ces souvenirs de façon au rythme du patient pour que voilà pour que au fil du temps, ces souvenirs-là, on puisse y repenser sans forcément que ça nous réactive, qu'on puisse intégrer que ce souvenir il est terminé, qu'aujourd'hui on n'est plus en danger, qu'aujourd'hui on est en sécurité, et pouvoir progressivement repenser à ces choses-là et pouvoir en parler tout en étant en sécurité dans le présent. Donc ça c'est ce qu'on fait en EMDR. Un autre enjeu important en thérapie avec les victimes de violences, c'est développer un sens, ce qu'on peut appeler l'observateur intérieur, ou ce qu'on peut appeler l'interoception. L'interoception, c'est la capacité à observer ce qui se passe en nous, à pouvoir être le témoin de nos émotions, des pensées qui nous traversent, des sensations, sans s'identifier à ces pensées, ces émotions et les sensations. Et donc cette capacité-là d'interoception, c'est ce qui va aider à pouvoir progressivement observer les émotions sans que ça nous envahisse, à pouvoir accueillir ces émotions, à pouvoir avoir de la bienveillance pour la peur qui nous traverse, pour la colère qui nous traverse, sans systématiquement être envahi et débordé par l'affect. Observer ce qui se passe, ça va nous aider aussi à pouvoir dénouer les conflits intérieurs. Typiquement, si j'ai un conflit entre une partie de moi qui me juge et une partie de moi qui se sent nulle et incompétente, ce conflit-là, en fait, si je peux observer ce qui se passe, je vais pouvoir le dénouer. Et en fait, la meilleure manière de pouvoir réintégrer justement les sensations corporelles, les pensées, etc., c'est de pouvoir les observer d'abord, de pouvoir les accueillir, d'incarner un espace qui va pouvoir contenir ce qui se passe. Et plus important encore, l'interoception, ça va permettre de développer une relation à soi qui soit saine. Parce que souvent, on parle de la relation à l'autre, etc., mais on ne parle pas de la qualité du lien qu'on a avec soi, avec son corps. Et du coup, l'enjeu de l'interoception, c'est ça, c'est de pouvoir entrer en relation avec soi, parce que fondamentalement, ce qui soigne, ce qui est vraiment bénéfique, c'est jamais une technique. Que ce soit le MDR, l'IFS, n'importe quoi, ou la TCC, si la technique est seule, en fait, ça marchera pas, ça servira à rien. C'est juste un jouet, en fait, un gadget. Mais ce qui est vraiment le plus important, c'est pas la technique, c'est la qualité du lien. L'alliance thérapeutique, ça joue pour au moins 40% de la guérison des patients, en fait. Et du coup, l'enjeu, c'est justement d'augmenter la capacité des personnes à créer ce type de lien sécure, et avant tout de créer ce lien sécure avec eux-mêmes, de se sentir en sécurité avec soi. Ce que tu disais juste avant, justement. Troisième aspect du travail en thérapie, ça va être justement d'apprendre progressivement à réintégrer
une trame continue de notre vie, avec un début, un passé, un présent et un futur, et de recréer une continuité et de remettre les souvenirs à leur place. Tout à l'heure, Claire a parlé de l'hippocampe, qui était un peu un centre d'archivage, en gros. Et dans le trauma, souvent les souvenirs, ils sont pas archivés, ils sont pas rangés comme les autres. Et donc l'enjeu, ça va être de recréer justement un système d'archivage où on peut pouvoir ranger progressivement les souvenirs à leur place. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui que ça m'arrive, ça m'est arrivé il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et du coup, il y a des approches thérapeutiques comme ça, comme l'ICV, donc l'intégration du cycle de vie, qui vont travailler là-dessus, sur l'intégration du fait que l'information est passée, que le souvenir est terminé, et qu'aujourd'hui on est dans le présent, en fait. Et donc voilà, je passe parce que du coup on est déjà en retard, mais voilà, si vous avez des questions, on pourra développer après si vous voulez. Mais voilà, l'enjeu ça va être de réintégrer progressivement les souvenirs, un peu comme si on raccrochait les wagons au train, quoi, pour qu'il y ait tous les wagons qui soient sur le train. Alors, c'est le retour de Romain du montage. Cette fois, il y a plusieurs diapos où je vais revenir pour compléter un peu ce qu'on a dit pendant la conférence. Donc pour commencer, cette diapo-là, il y a quelque chose dont j'ai pas parlé, c'est la partie sur l'acte, l'acceptation et la diffusion en thérapie ACT. Donc la thérapie ACT, c'est une thérapie cognitive de 3e vague, qui en gros va beaucoup s'intéresser à la question du rapport aux émotions, du rapport aux pensées, du rapport aux valeurs, etc. Et il y a un aspect important en thérapie ACT, c'est que justement on va apprendre à observer ses pensées et ses émotions, sans se prendre pour ses pensées et ses émotions. Ce qui va dans la même logique que l'interoception, dont on a parlé avec l'IFS juste avant. En ACT, on va apprendre à développer une tolérance à l'inconfort émotionnel, une tolérance aux émotions, aux sensations et aux pensées désagréables, pour justement ne plus être en permanence dans l'évitement, dans la fuite des choses qui en nous dérangent. Souvent, quand on est dans la fuite de nos pensées, nos sensations et nos émotions désagréables, c'est ce qu'on appelle la phobie dissociative. C'est une manière de se dissocier de ce qui en nous est trop désagréable pour pouvoir fonctionner en étant un peu fragmenté, en étant coupé d'une partie de nous, en fait. Et donc tout l'enjeu en thérapie ACT, ça va être de réapprendre à tolérer ces choses-là, à les réintégrer comme étant une partie de nous, une facette de notre théâtre intérieur, en quelque sorte. Cette réintégration des différentes parties de nous, ça va nous permettre d'être de nouveau unifiés, de ne plus être fragmentés, dissociés, coupés de soi, mais d'être pleinement unis, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on travaille en thérapie. Après, l'enjeu aussi des victimes, c'est leur place dans le monde et dans leur système de liens sociaux, dans leur groupe d'appartenance. Parce que, comme je disais tout à l'heure, souvent ce système de déni et de clivage, ça fait que les personnes, elles doivent parfois vivre toute leur vie en étant seules avec leurs souffrances et avec leurs souvenirs. Parce que leur entourage n'est pas au courant, ou qu'ils veulent pas savoir. Et du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois, quand j'ai accompagné des personnes pour des traumas sexuels, que au bout d'un moment, dans le travail, elles se rendent compte qu'elles ont plus envie d'être seules avec ça. Elles ont envie de pouvoir en parler parce que justement, il y a cet enjeu elles n'ont pas à avoir honte parce qu'après tout, elles ont été victimes. Elles sont pas coupables de ce qui s'est passé. Et quand on arrive à se reconnecter à l'innocence, qu'on arrive à décharger ce fardeau de la culpabilité et se reconnecter au fait qu'on a été victime, qu'on n'est pas coupable, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont avoir envie justement de pouvoir le dire, de pouvoir se dire, de reprendre leur place dans le discours. Et du coup, parfois, elles vont pouvoir en parler, voilà, avec leurs parents, avec des amis, etc., mais de s'autoriser à exister dans ce qu'elles ont vécu, plutôt que de devoir le taire pour protéger la sécurité de la famille, en fait. Il faut vraiment... Oui, bon. Okay. On pourra en reparler après si vous voulez. Un aspect important du fait de reprendre sa place dans la société, dans le groupe, dans la famille, c'est que c'est une prise de risque. Parce que quand on parle, quand on ose dire que quelqu'un nous a fait du mal, le risque c'est que cette personne se défende, c'est que des personnes, des témoins, des tiers prennent parti pour nous, contre nous, mais que dans tous les cas, ça contribue à une forme de polarisation du système, et que ça génère des tensions, des conflits, et que du coup, des gens cherchent à nous reprocher de l'avoir fait, à nous reprocher d'avoir parlé, voire même à nous faire payer le fait d'avoir parlé, d'avoir osé dire les choses. C'est important d'avoir conscience qu'il y a une notion de prise de risque quand on prend la parole. Que ce soit le risque d'être violenté par nos proches, par la justice, par les forces de l'ordre, par des avocats, toutes sortes de personnes. En gros, c'est presque un acte militant, c'est presque un acte politique que justement d'oser exister avec son histoire, avec son vécu, finalement. D'autant plus que quand on prend la parole, quelque part, ça force un peu les autres à se positionner, c'est-à-dire que le mode par défaut d'un système, c'est le déni. Le déni, c'est on fait comme si ça n'existait pas. Et quand quelqu'un prend la parole, et bah du coup, ça fait sortir tout le monde du déni.
Et du coup, les gens qui ne savent pas quoi faire de cette souffrance, qui ne savent pas quoi faire de ce problème, ils vont être en colère d'être contraints de sortir du déni. Et du coup, parfois, ils vont chercher à retourner dans le déni, à retourner dans un monde plus simple, dans lequel le problème n'existait pas. Et du coup, c'est en ça que la victime qui s'exprime, comme dit Dorothée Ducy, en fait, elle se positionne face au silence. Le silence qui est la norme, qui est le premier réflexe, qui est un peu l'omerta, on va dire. C'est pour ça que Bessel van der Kolk, l'auteur du bouquin Le corps n'oublie rien, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo numéro 4, lui, il dit que ce qui est important, c'est que les patients, ils apprennent à supporter, de sentir ce qu'ils sentent et de savoir ce qu'ils savent. C'est-à-dire de sortir de la dissociation de soi, de sortir du déni, d'assumer ce qu'on est en train de vivre, et de l'exprimer, quand bien même ça va avoir un impact sur le reste du système, de la société, sur nos proches, etc. Mais c'est pas parce que ça va avoir un impact qu'il faut pas le faire. Peut-être qu'il est souhaitable qu'il y ait un impact, qu'il est souhaitable que les gens nous écoutent, même si c'est pas confortable, qu'il est souhaitable que notre parole produise des effets, qu'elle ait des conséquences, parce que finalement, c'est ces conséquences-là qui vont peut-être être le point de départ d'un changement, d'une évolution, d'un désamorçage de la violence, en fait. Je dirais même qu'il est nécessaire que ça impacte les collectifs, puisque les violences sexuelles, c'est pas du tout des phénomènes individuels, c'est des phénomènes collectifs, c'est des systèmes qui organisent et perpétuent la violence de génération en génération, et donc, en parler, c'est contribuer, finalement, à mettre la lumière là-dessus, et du coup à faire quelque chose de ces mécanismes-là. Ça donne de la matière à penser pour, justement, peut-être, contribuer à créer des dynamiques plus saines, pour tout le monde. Outre l'individuel, on peut aussi faire des travaux en groupe. Il y a plein de types de travaux qu'on peut faire. On peut faire du théâtre pour rejouer les situations, mais de façon où justement il y a de la sécurité. Je suis sûr que Claire le fait parfois en individuel, mais on peut le faire en groupe aussi, des mises en scène de théâtre. Parfois, le fait d'être dans un groupe de personnes qui ont vécu le même genre de choses que nous, ça aide à partager un sentiment de communion émotionnelle, et parfois ça permet d'aller plus profondément dans la compréhension mutuelle que ne le ferait un thérapeute. Typiquement, un groupe comme les survivants de l'inceste anonyme, j'ai une patiente en ce moment que j'ai en thérapie, et en fait, en plus de la thérapie qu'on fait qui se passe très bien, elle a aussi ce groupe tous les lundis soirs où en fait ils se réunissent en visio, etc. Et en fait, ça permet d'aller parfois beaucoup plus loin, parce qu'en fait, ils savent ce que c'est dans les tripes viscéralement que de se retrouver dans cette situation-là. Et parfois, ça permet de créer justement un sentiment de sécurité et de familiarité qui peut permettre d'aller encore plus loin dans l'exploration des souvenirs et dans la guérison. Les arts martiaux permettent aussi parfois de sentir sa puissance dans son corps et de pouvoir retrouver un sentiment de sécurité parce qu'on sent dans son corps qu'on peut se défendre, qu'on peut encaisser des coups sans s'effondrer. Et parfois, ça permet vraiment de se reconstruire que d'expérimenter sa force et sa puissance à ce niveau-là. Il y a des groupes de victimes, justement, qui vont créer qui vont faire de l'escrime ou du self-défense spécialisé pour les personnes qui ont été victimes. Sur cette diapo-là, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est un peu plus de détails sur le théâtre d'improvisation et le psychodrame. Parce que c'est un peu abstrait. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu ce cliché que le théâtre, c'est quelque chose où on va jouer une pièce de théâtre sur scène, on va jouer Molière, le Misanthrope, ou etc. Mais en fait, ça, c'est un peu le théâtre classique, où effectivement, on va jouer des pièces, des textes, etc. Le théâtre d'improvisation, ou le psychodrame, donc le théâtre dans un cadre thérapeutique, c'est très différent, puisque on va pas forcément jouer des choses qui sont écrites, on va inventer ensemble. On va créer ensemble des dynamiques, en fonction des besoins, etc. Et donc le théâtre dans un cadre thérapeutique, ça va consister justement à pouvoir rejouer des choses qui nous ont blessés, des choses qui ont laissé des traces. Et l'enjeu, ça va être de pouvoir remettre en scène cette situation-là, mais dans un cadre où il y a d'abord de la sécurité, où il y a d'abord des ressources, des personnes qui vont nous accompagner pour pouvoir réexplorer nos émotions, nos blessures, mais avec cette fois du contrôle, de la maîtrise et de la sécurité. Le but étant de pouvoir décharger des fardeaux qu'on porte parfois depuis longtemps, en passant par le corps, en passant par le mouvement, et par la relation à l'autre en direct. C'est un peu comme les jeux de rôle qu'on peut faire parfois en communication non violente. C'est des jeux de rôle qui vont permettre d'exprimer des émotions enfouies et de les décharger en s'adressant à l'autre comme si c'était une personne impliquée dans la blessure. Et donc, le cadre thérapeutique, comme ça, qui est autour du psychodrame, etc., ça permet de pouvoir désamorcer des réseaux de mémoire traumatiques de façon encadrée, avec des gens formés pour ça, spécialisés pour ça. C'est très différent, par exemple, de certaines pratiques qui existent dans certaines communautés, comme les communautés Sexpo, à Paris. Dans les communautés du Sexpo, donc sexe positif, il existe des ateliers comme ça qui vont consister à rejouer des situations de violence vécues, que ce soit des situations de viol, des situations d'inceste, etc.,
Et parfois, l'intention des participants à ce type d'atelier, ça va être justement de réexplorer un trauma, une blessure pour le soigner. Sauf que le risque, quand ces pratiques-là ne sont pas encadrées par des gens formés et spécialisés, etc., le risque, c'est la retraumatisation. C'est-à-dire de jouer quelque chose en espérant que ça nous fasse du bien, alors qu'en fait, on va le rejouer avec des personnes qui sont pas forcément respectueuses de nos limites, qui vont pas forcément être à l'écoute de là où on en est, de ce qu'on est ok ou pas de vivre. Et ça arrive régulièrement que des choses comme ça se passent mal, que ce soit dans les milieux sex-positifs ou dans les milieux du BDSM ou de l'échangisme. Il y a beaucoup de personnes dans ces milieux-là qui parfois ont vécu des violences sexuelles et qui, du coup, sont dans une recherche de résilience à travers le fait de se confronter à ce qui leur fait peur. Mais si c'est mal encadré, ça peut mal se passer. Et donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je conseille avant tout aux gens qui ont des blessures de cet ordre-là à soigner, de se focaliser avant tout sur des cadres thérapeutiques prévus pour ça, avec des gens formés. C'est un peu comme les psychédéliques. Il y a beaucoup de gens qui vont consommer des psychédéliques comme de l'ayahuasca, du LSD, de la psilocybine dans un cadre récréatif, avec des amis, en soirée, avec de la musique, etc. Sauf que l'expérience psychédélique, elle va être beaucoup déterminée par le contexte dans lequel tu es, les personnes avec qui tu es. Donc si on est dans un cadre récréatif, avec des gens qui pètent des plombs, avec de l'alcool, n'importe quoi, ça peut très mal se passer parce que justement le délire qu'on va expérimenter va être en partie façonné par cet environnement où il y aura peut-être des gens qui vont crier, avoir des hallucinations très différentes de nous, etc. Alors que si c'est dans un cadre thérapeutique prévu pour ça, avec des gens spécialisés, des thérapeutes formés et compétents, dans la majorité des cas, ça se passe beaucoup mieux. Et puis, quand bien même ça se passerait mal, ce serait encadré quand même, et du coup ça limite les conséquences délétères, parce que justement il y a des ressources et des compétences pour accompagner les émotions, y compris les émotions désagréables. Et surtout, ce qui est bénéfique dans un cadre thérapeutique, c'est qu'on va prendre le temps d'accueillir ce qui se passe. Et typiquement, ça va être un truc qui va être déterminant dans la guérison d'une personne qui a été victime de violences sexuelles, où du coup il y a eu une effraction du corps. C'est que dans un cadre où il y a de la sécurité, dans un cadre où on peut jouer, comme sur une scène de théâtre, etc., on va pouvoir ne plus appréhender les sensations et les émotions comme quelque chose qui nous fait peur, qui est dangereux comme une menace, mais on va pouvoir l'appréhender avec une certaine curiosité, on va pouvoir jouer, on va pouvoir écouter, explorer, rester avec ce qui est en train de se passer, et du coup développer une forme de tolérance à tout ça, de sorte à ce que ça nous empêche plus de fonctionner, à ce que ça fasse simplement partie de notre expérience, de notre vie, mais que ça ne soit plus quelque chose qui nous empêche de vivre. Et pour finir, avec cette dynamique de groupe, ce qui est précieux dans les groupes, c'est que justement, il y a une abondance de ressources, il y a une abondance de personnes qui vont être disponibles pour nous écouter, nous accueillir, s'adapter à là où on en est, et du coup, l'expérience en groupe et le fait de voir d'autres personnes travailler avec nous, etc., ça rend possible une complicité et un niveau de sécurité qui est parfois bien supérieur à ce que permet la relation individuelle, parce que justement, quand on est en groupe, on travaille tous ensemble. Et donc, ça crée aussi un mouvement, un élan partagé, qui facilite aussi le fait de dénouer des tensions, on va dire. Je précise tout de suite pour les personnes qui pourraient être victimes de violences sexuelles que les quelques minutes qui suivent pourraient être assez violentes à entendre. Donc si vous n'avez pas envie d'écouter ce que j'ai à dire sur le sujet, je vous invite à suivre le timecode qui est dans la description de la vidéo pour pouvoir aller directement à la suite et à ne pas vous mettre en difficulté. Voilà. Alors, on arrive à la partie sur la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. C'est un sujet que je vois très peu abordé, et honnêtement, pour avoir étudié le sujet pendant une bonne partie de l'année 2024, j'ai pas trouvé beaucoup de ressources, donc je suis content de pouvoir en parler ici. Donc les ressources principales que j'ai trouvées en français, c'était les bouquins publiés par Bruno Clavier et Inès Gauthier sur l'inceste. Donc Inès Gauthier, qui est une psychologue, psychothérapeute sur Paris, et qui est assez spécialisée dans la prise en charge des auteurs de violences, qui va faire des groupes de parole avec des pédocriminels ou des pédophiles, etc. Et qui du coup a beaucoup de choses intéressantes à partager sur ces sujets-là, notamment dans ses bouquins. Donc pour commencer, Inès Gauthier, dans son bouquin, et en référence un peu à la théorie psychanalytique, elle va distinguer deux formes principales de perversion. Donc d'un côté, il y a la perversion morale, et de l'autre, la perversion sexuelle. Ce qu'elle dit, c'est que la perversion morale, elle est quand même relativement rare. C'est pas du tout le profil le plus commun dans la clinique, dans les cas qu'on rencontre sur le terrain. La perversion morale, c'est la volonté de faire souffrir l'autre. Donc c'est ce qu'on va appeler le sadisme, la cruauté, etc. C'est le fait de jouir, de pouvoir infliger à l'autre une souffrance. Ce qui implique d'avoir de l'empathie. C'est un peu contre-intuitif, mais en fait, pour pouvoir faire souffrir l'autre et en jouir, il faut de l'empathie pour l'autre. Il faut pouvoir comprendre que l'autre souffre, et c'est parce qu'on sait que l'autre souffre qu'on va pouvoir en jouir. Et donc, les personnes qui sont sadiques et perverses sont des personnes empathiques. Mais elles utilisent leur empathie pour pouvoir faire du mal, et en jouir.
Une bonne façon d'illustrer ça, c'est la citation de George Orwell, que je vais vous lire maintenant. Donc, il dit « L'obéissance ne suffit pas. Comment, si il ne souffre pas, peut-on être certain qu'il obéit, non à sa volonté, mais à la vôtre ? Le pouvoir, c'est d'infliger des souffrances et des humiliations. Le pouvoir, c'est de déchirer l'esprit humain en morceaux, que l'on rassemble ensuite sous de nouvelles formes que l'on a choisies. » Et à partir de cette citation, je pense que ce qu'on peut comprendre de la perversion morale, c'est que c'est une manière de se protéger d'un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que les personnes ont tellement peur d'être impuissants, de ne pas avoir de pouvoir sur l'autre, que du coup, elles vont chercher à ressentir, à faire l'expérience du pouvoir qu'elles ont sur l'autre. Et la seule manière de pouvoir expérimenter cette puissance-là, ce pouvoir qu'on aurait sur l'autre, c'est de le faire souffrir, et de voir qu'il souffre, de sentir sa souffrance. Parce que s'il est en train de souffrir, ça veut dire que ce qu'il est en train de vivre, il n'a pas choisi de le vivre, qu'il n'a pas envie de le vivre. Mais il le vit quand même, parce qu'on a décidé, pour lui, ce qu'il allait vivre. Et du coup, cette capacité à faire souffrir les autres, c'est un peu la démonstration de notre puissance. En général, du coup, c'est un comportement qui vise à lutter contre un sentiment latent d'impuissance. Les gens qui ont ce genre de comportement, en général, c'est des gens qui, justement, sont terrifiés à l'idée d'être impuissants, et qui cherchent à se rassurer à travers la violence, finalement. On pourrait rapprocher ça des troubles de la personnalité, comme la personnalité antisociale, par exemple. Et du coup, à l'inverse, Inès Gauthier, elle parle de la perversion sexuelle comme étant la manière de faire de l'autre un objet, un fétiche dont on va jouir, mais en fait, il n'y a pas d'empathie dans la perversion sexuelle. L'autre, on va juste l'utiliser au service de son fantasme à soi. L'autre n'est pas un sujet dans cette histoire, l'autre n'est qu'un moyen pour nous d'accéder à la jouissance. Et du coup, que l'autre prenne du plaisir ou pas, que l'autre souffre ou pas, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est dans quelle mesure est-ce que l'autre va correspondre à mon fantasme, pour permettre ma jouissance. C'est-à-dire que la perversion morale va forcément générer de la souffrance pour l'autre, là où dans la perversion sexuelle, il n'y a pas forcément de souffrance pour l'autre. Par exemple, quand on dit à l'école primaire, voilà, toi t'as un obsédé, c'était une insulte que j'entendais beaucoup quand j'étais en primaire. Être un obsédé, c'est ça, c'est dans la perversion sexuelle, on a un fantasme dans sa tête, un scénario, et on a envie de le vivre. Et on va trouver des personnes avec qui vivre ce scénario, mais en fait, ces personnes-là, elles sont remplaçables, parce que nous, ce qu'on veut, c'est juste vivre son fantasme. Peu importe avec qui on le vit quelque part. Et le problème qui va se poser dans la perversion sexuelle, c'est que justement, puisque l'autre n'est pas un sujet, mais est investi comme un objet, le risque, c'est que du coup, on soit pas forcément attentif aux signaux de consentement, attentif à ses limites, attentif à ses désirs, parce que justement, on va chercher à ce que cette personne corresponde à notre fantasme, et du coup, si cette personne est trop en décalage avec notre fantasme, peut-être ça va nous frustrer, ça va nous mettre en colère, etc. Et du coup, on va chercher à inciter l'autre à faire qu'il se conforme à notre fantasme, quitte parfois, volontairement ou non, à être violent avec cette personne. Et c'est là où potentiellement il va y avoir des bris de consentement, des agressions et des viols, etc. Parce que justement, on a tellement oublié que l'autre était un humain libre avec ses propres limites, que du coup, on le traite littéralement comme une télécommande sur laquelle on va frapper pour pouvoir changer de chaîne. Ce qui est une déshumanisation de l'autre, en fait. Et donc, ça pose la question de comment on va travailler sur tout ça en thérapie avec des auteurs de violences sexuelles. Alors déjà, il faut savoir que même chez les auteurs de violences sexuelles qui sont passés à l'acte et qui parfois ont été condamnés par la justice, c'est très fréquent que leur premier réflexe également, ce soit le déni, comme dans les familles incestueuses. C'est des gens qui parfois vont nier le fait d'avoir transgressé des règles, qui vont nier que la personne ait pu en souffrir, qui vont, eux, ne pas voir le problème de leur comportement, en fait. Notamment, Dorothée Ducy explique dans son bouquin, Le berceau des dominations, que souvent, les personnes qui ont incesté leurs proches et qui ont eux-mêmes été violés quand ils étaient petits, qui ont eux-mêmes été abusés quand ils étaient enfants, en général, ils auront tendance à dire que, eux, ça les a pas traumatisés, qu'ils l'ont bien vécu, que c'était pas si grave, etc. C'est-à-dire que leur premier réflexe en tant que victime, comme souvent, ça va être de banaliser ce qu'ils ont vécu, d'être complètement déconnectés de la souffrance que peut-être ils ont pu ressentir à l'époque, etc. Et même de normaliser la violence, comme beaucoup d'enfants maltraités de façon générale le font pour se protéger. Et donc, déjà là, il y a un axe de travail important, ça va être de pouvoir travailler sur la perception des situations, sur la manière d'interpréter les choses, pour pouvoir avoir plusieurs points de vue différents sur les faits, notamment les faits qui leur sont reprochés. C'est-à-dire, par exemple, on va les aider à adopter le point de vue de la victime, ou le point de vue d'une tierce personne, ou le point de vue de leur enfant intérieur, etc., pour justement les aider à comprendre que leur première interprétation n'est pas forcément la seule possible ou la meilleure. Ça, c'est typiquement un truc qui va être très présent et très utile dans les groupes de parole entre personnes qui ont des problématiques autour de la paraphilie, des violences sexuelles, etc. C'est que, entre eux,
les différentes personnes qui participent au groupe vont pouvoir sortir de leurs angles morts, de leurs biais, et, entre guillemets, faire face ensemble à leurs responsabilités. Là où, quand ils sont tout seuls face à un thérapeute, ils peuvent très bien être dans le déni et de dire « je comprends pas pourquoi on me dit ça, j'ai rien fait de mal, c'est pas vrai, elle invente, etc. » Alors que quand des gens qui ont les mêmes problématiques s'écoutent les uns les autres, ils vont bien se rendre compte au bout d'un moment de leur biais et d'à quel point ils rationalisent, et ils se protègent, et ils banalisent, et ils sont dans le déni, etc. Donc sortir de soi pour adopter d'autres points de vue, c'est vachement utile pour justement prendre la mesure des conséquences de ces actes et de la gravité de certaines choses qu'on a banalisées parfois toute sa vie. Ensuite, un autre axe de travail, ça va être la question de la maturité affective. Parce que en général, les personnes qui agressent sexuellement d'autres personnes, notamment le même profil de personnes, souvent des personnes plus jeunes, c'est souvent parce que eux-mêmes ont des blessures associées à l'âge des victimes qu'ils agressent et que leur maturité affective est restée bloquée à cet âge-là, à l'âge de la blessure en fait. Et donc l'enjeu, ça va être de les aider justement à décharger les blessures liées à l'événement qui les a fait arrêter de grandir, pour les aider, entre guillemets, à devenir pleinement adultes dans leur fonctionnement émotionnel. Typiquement, c'est quelque chose que j'ai découvert en lisant sur le sujet, et que je trouve extrêmement tragique, c'est que, vous savez, on parle souvent de la thérapie de l'enfant intérieur, de prendre soin de son enfant intérieur, etc. Ce que j'ai découvert, c'est que il n'est pas rare que certains auteurs de violences sexuelles sur les enfants ont tendance, en fait, à traiter leur enfant intérieur avec la même violence que celle avec laquelle ils ont été traités eux-mêmes, quand ils étaient petits. Et donc, on peut voir ça comme imaginer qu'un pédocriminel, en fait, il agresse sexuellement son enfant intérieur dans son imaginaire. Il maltraite son enfant intérieur comme il a été lui-même maltraité. Il va, par exemple, imaginer dans sa tête des scénarios fantasmatiques où il est en train de violer son propre enfant intérieur et de retirer un plaisir sexuel de ce fantasme-là, parce que c'est de cette façon-là que son système nerveux il a été étalonné à l'époque. Et donc, ça, c'est lié à des blessures non traitées, c'est lié à une forme d'immaturité affective, et donc ça pourrait très bien faire l'objet d'un travail en thérapie pour justement réintégrer les mémoires traumatiques et pouvoir appréhender ça depuis un point de vue plus adulte, on va dire. Et c'est un point qui est pas sur ma diapo, mais qui me paraît important aussi dans le travail en thérapie avec les auteurs de violences sexuelles, c'est d'apprendre à ces personnes-là à mieux décoder les signaux de consentement, à mieux repérer à quoi ça ressemble des signes de consentement dans le non-verbal, dans l'attitude, dans l'enthousiasme du partenaire, etc. Parce que une grande partie des violences sexuelles, des viols, etc., les viols conjugaux, ont lieu en partie parce que la personne qui agresse n'est pas à l'écoute, n'est pas attentif au non-verbal, aux signaux envoyés par l'autre, et vont uniquement être dans leur fantasme, dans ce qu'on appelle la perversion sexuelle, du coup. Et ils sont tellement pris dans leur fantasme et tellement pris dans leur délire qu'en fait, ils vont pas se rendre compte qu'ils sont en train de transgresser les limites de l'autre et de l'agresser. Et donc, parfois, c'est vachement bénéfique dans l'accompagnement des auteurs que de les aider à identifier clairement et consciemment à quels signes, à quelles attitudes on peut repérer qu'une personne est d'accord ou qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Et parfois, ça aide vraiment les gens à gagner en finesse, à gagner en empathie et en qualité de présence avec l'autre, et ça améliore grandement la qualité de leur relation par la suite, puisque ça augmente leur capacité à être sécurisant pour l'autre. On va juste mettre un mot sur la justice restaurative. C'est quelque chose qui apparaît de plus en plus. Ça permet de juste se confronter à son agresseur, et ça a quelque chose, c'est ce qu'on voit dans Je verrai toujours au visage. Et ça permet, dans la thérapie aussi, de faire valoir notre statut de victime, et ça peut être important. Voilà. Alors, donc le film Je verrai toujours vos visages, c'est un film dont on n'a pas beaucoup parlé pendant la conférence, mais qui est super. Vraiment, vraiment super. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, il m'a bouleversé à chaque fois que je l'ai vu. Tous les gens que je connais qui ont vu ce film ont été beaucoup touchés. Il est très juste, il est intelligent, émotionnellement intelligent, et pas que. Donc je peux que vous inviter à le regarder, à trouver un moyen de vous le procurer, si vous l'avez pas déjà vu. Et je précise qu'il est fort à regarder, et il peut faire du bien, y compris quand on a été victime. Je connais beaucoup de victimes qui ont vu ce film et qui ont apprécié de l'avoir vu, même si, oui, il y a des passages qui sont durs. Mais c'est pas parce que c'est dur que ça a pas du sens de le regarder. Et les personnes qui l'ont vu en tant que victimes, même si c'était dur, elles étaient contentes de l'avoir vu. Une précision, du coup, sur la justice restauratrice, c'est que c'est pas forcément uniquement des confrontations entre les victimes et les auteurs,
Ça peut aussi être des échanges entre des victimes d'infractions et des auteurs de même type d'infraction, mais pas forcément de gens qui vont connaître. Le fait que ce soit des inconnus, parfois c'est plus facile de pouvoir s'exprimer, parce qu'il n'y a pas la charge affective liée à un agresseur en particulier qui est celui qui nous a agressés, etc. Et donc il y a plein de dispositifs différents possibles qui existent dans la justice restauratrice. Je développe pas plus maintenant parce que ça fera l'objet d'un épisode de podcast entier où je parlerai de la non-violence et de comment ça fonctionne, et notamment des cercles restauratifs. Donc je vous invite à aller regarder ça si c'est déjà sorti à l'heure où vous écoutez la conférence, et je mettrai sûrement le lien en description. Et sinon, je vous invite à attendre. Ce sera sûrement l'épisode 13 de MetaSelf, minimum, à l'heure où je parle là. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça si vous voulez creuser le sujet de la justice restauratrice. Ensuite, par rapport à la question du pardon, parce qu'en fait, quand on parle de justice restauratrice, souvent il y a ce préjugé qui est que, en gros, ce serait un dispositif extrêmement naïf, où il s'agirait forcément pour les victimes de pardonner aux auteurs qui leur ont fait du mal, et ensuite de se faire des câlins et que tout le monde est content, etc. C'est pas du tout aussi simple dans la réalité, c'est pas du tout comme ça que ça marche, et le pardon n'est jamais une obligation, c'est jamais quelque chose qu'on doit faire. Le pardon, c'est un peu comme l'amour et la gratitude. On ne peut jamais forcer ce processus-là, c'est des processus qui ne peuvent qu'être des actes libres. Quelqu'un qui pardonne, il pardonne seulement parce qu'il a envie de pardonner, que ça a du sens de pardonner, et évidemment que c'est jamais une obligation. Et même quand on a envie de pardonner, c'est pas forcément toujours simple, c'est pas forcément un chemin facile, et c'est pour ça qu'il y a tout un tas d'auteurs hyper intéressants qui ont traité de la question du pardon. J'ai lu pas mal de bouquins sur le sujet, j'ai pas mal de choses à en dire, donc si ça vous intéresse, je parlerai aussi du pardon dans l'épisode sur la non-violence, qui sera l'épisode 13, je pense. Mais si le pardon en particulier en tant que thème vous intéresse, je peux aussi envisager de faire un épisode spécial sur le pardon un jour. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Et en attendant, du coup, je vous conseille à ceux que ça intéresse de lire le bouquin d'Olivier Clerc, qui s'appelle « Peut-on tout pardonner ?» Parce que dans ce bouquin-là, j'ai trouvé des ressources précieuses qui m'ont été très utiles dans certains suivis, avec certains patients qui justement cheminaient sur ce chemin du pardon. Voilà. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Et moi, je vous laisse avec le Robin du passé et avec Claire. Bon, juste ce que moi je voulais vous faire passer comme message, c'est qu'une victime n'est jamais coupable. Au grand jamais, une victime n'est coupable. Qu'il y a de l'espoir. Parce que c'est pas parce qu'on a vécu un traumatisme que ça nous définit et que ça ne fait de nous que quelqu'un comme une victime. Il y a de l'espoir et il y a un présent et il y a un futur. Et c'est pas parce que le passé est teinté de ça que tout notre présent et notre futur peut rester teinté de ça. Il y a des leviers qui peuvent nous permettre de travailler pour se réincarner et que ça ne nous définisse pas en tant que personne. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, le fait que justement, on a vécu quelque chose, mais qu'on ne se réduit pas à ce qu'on a vécu, on ne se réduit pas à nos souvenirs, et qu'on est beaucoup plus que ça. Et justement, la capacité, l'interoception, ça permet de se souvenir de tout ce qu'on est de plus complexe et de plus riche. Et justement, de se souvenir que il s'agit pas juste de travailler sur les traumatismes et sur les choses qu'on a vécues douloureuses, il s'agit aussi de créer sa vie, de créer une vie qui a du sens, et du coup de se reconnecter à son désir pour pouvoir faire des choses qui nous passionnent, des choses qui nous font kiffer, et qu'en fait, le chemin de résilience, le tunnel qu'on traverse après des traumas, c'est justement aussi un chemin où progressivement on va reconstruire des choses qui nous font vibrer, on va se reconnecter à des choses précieuses pour que justement le présent vaille la peine en fait d'être vécu. C'est tout aussi important que d'atténuer le passé. Très bien. On vous remercie pour votre écoute. Désolée d'avoir été un petit peu long à papoter. On vous met juste quelques références. Qui nous ont... Hein ? Non, attends, je relaisse. Moi, pardon. C'est la chaîne de Robin tout en haut, MetaSelf. Si vous voulez, il fait des trucs incroyables. Voilà. Bon, et ben on va se laisser là-dessus. Merci à tous. Je sais que c'était un sujet qui n'était pas facile. Merci à tous d'être venus et d'avoir écouté nos jolies voix.